Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Denis Gély, expert à l'ONERA et membre de la 3AF, et je suis ravi de dire quelques mots d'introduction pour cette nouvelle matinale qui va être animée par Elisabeth Lefebvre. Euh, alors, ce format de matinale a vu le jour à la fin de l'année 2021 et on a constaté que les gens avaient pris l'habitude, après la période de la crise sanitaire, de fonctionner en visio. Et c'est un format très pratique qui est très apprécié. Et Elisabeth va expliquer comment ça fonctionne. Je saisis l'occasion, au nom de la 3F, de remercier les quatre experts qui vont nous faire part de leur expérience sur ce sujet qu'on va traiter aujourd'hui, la gestion journalière des opérations aériennes sur un aéroport. Je fais une recommandation. Je demande à tous les participants de couper dès à présent leur caméra et surtout leur micro pour éviter les bruits parasites. Et dans la deuxième partie où les participants pourront intervenir pour poser des questions ou faire un commentaire ou demander des précisions, là évidemment, il faut ouvrir votre caméra si vous le souhaitez et surtout ouvrir votre micro. Et je demande aux experts de garder pendant toute la durée de la matinale leur caméra branchée. Voilà. Je passe immédiatement la parole à Elisabeth qui va animer cette matinale. Et bonjour à vous tous. Elisabeth Lefebvre, je suis membre 3AF Île-de-France et j'ai anciennement travaillé à la DSNA, donc la Direction des services de la navigation aérienne. Voilà, et je suis très contente de pouvoir proposer ce sujet de navigation aérienne aujourd'hui. Denis l'a dit tout à l'heure, nous allons parler donc de la gestion journalière des opérations aériennes sur un aéroport, que l'on appelle aussi CDM, pour Collaborative Decision Making dans le jargon de la navigation aérienne. Alors, il y a beaucoup de sigles, hein. Je sais que pour y avoir travaillé, il y a beaucoup de sigles dans ce domaine. Donc, on essaiera de faire un effort pour pas trop en utiliser et de les expliciter au fur et à mesure. Donc, pour cette vidéo, nous avons notre invité qui ont répondu favorablement à notre sollicitation et je les en remercie. D'abord, Christine Bayeul, qui travaille à la direction des services de la navigation aérienne et qui est directrice du programme CDM. Bonjour, Christine. Bonjour. Nous avons ensuite Benjamin Lautry, qui est aussi des services de la navigation aérienne, mais nord-est, et qui est chef de l'organisme de Bâle-Mulhouse. Bonjour Benjamin. Bonjour à toutes et tous. Ensuite, Nicolas Luongo, qui est le représentant donc de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, donc Euro-Airport, et qui est responsable opération côté piste. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Et nous avons le côté compagnie aérienne, donc représenté par Diego Leutinger, donc EasyJet, qui est base Captain Basel et qui est responsable pour les opérations vol et pilote. Bonjour à tous. Bonjour Diego. Donc ils vont nous expliquer comment ils collaborent pour fluidifier le trafic aérien sur un aéroport, puisque c'est là que convergent tous les avions. Denis vous a expliqué un petit peu toutes les consignes, hein, de fermer vos micros et caméras. Et bien, je vais commencer donc la session en passant la parole à chacun des invités. Et je vais commencer donc par Benjamin. Donc Benjamin Lautry. En quoi consiste la gestion journalière des opérations aériennes sur un aéroport? Alors, la gestion journalière des opérations aériennes avec ce qu'on appelle donc le CDM, le Collaborative Decision Making, c'est un dispositif qui s'appuie sur la prise de décision collaborative sur la base du partage de données entre les différents partenaires,
partenaires qui sont l'exploitant aéroportuaire, les services du contrôle aérien avec le Network Manager d'Eurocontrol qui gère l'ensemble du réseau européen, les compagnies aériennes et les assistants en escale. Très sommairement, le dispositif s'appuie sur un ensemble de procédures, services, outils utilisés par l'ensemble des partenaires. Et le but de tout ça, c'est de partager tous ensemble une vision commune de la situation d'exploitation en temps réel et surtout dans les minutes, heures à venir, afin de prendre ensemble des décisions quant à des problématiques que l'on pourrait rencontrer au cours de la journée et apporter les meilleures solutions possibles dans le cadre d'une coopération générale entre les différents partenaires. Merci Benjamin. Et je vais poser donc une question à Christine Bailleul. Quel a été l'événement déclencheur de la mise en place d'une gestion collaborative du trafic aéroportuaire? Oui, eh bien, pour répondre à cette question, il faut remonter une vingtaine d'années en arrière et revenir dans les années 90-2000. Donc, à cette époque, on observait déjà une croissance continue du trafic aérien en Europe. On avait conscience aussi des limitations relatives aux capacités aéroportuaires. On savait bien qu'il serait très difficile de construire de nouvelles pistes ou de les étendre. Et puis, donc, on pressentait qu'en accroissant la coopération entre les acteurs, on améliorait la situation, mais il n'y avait pas encore eu de déclic fort véritablement sur ce sujet-là. Et puis, en 2003 est survenu un événement, peut-être que vous pouvez le deviner, hein, c'est un lien avec ce que vous voyez à l'écran. Donc, il y a eu un épisode neigeux à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, où pendant 2 jours, l'aéroport était enfoui sous la neige. Ça a été une pagaille monstre. Peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, ou y étaient même. Donc, une grosse pagaille, les passagers coincés dans l'aéroport. Donc, que faire? Cette gestion a été désastreuse. Et puis, heureusement, la neige a fondu. Mais surtout, on a tiré les leçons de ces expériences et on s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Alors, ça a commencé très simplement par un PC de crise, hein, donc un bureau où les principaux acteurs se réunissaient pour prendre ces décisions, très simplement avec leur téléphone. Et puis ensuite, ce concept a eu beaucoup de succès, a été étendu et s'est répandu dans toute l'Europe avec le support très actif d'un 4e acteur qu'on ne cite pas ici, hein, qui aurait pu participer aussi à cette matinale, qui est Eurocontrol. Merci. J'ai posé donc une question maintenant à Nicolas Longo. Quels sont les acteurs qui participent au processus de décision collaborative sur l'aéroport et quelles sont les données et les outils mis en commun? Oui, donc Benjamin l'a un peu évoqué déjà, mais disons que dans le meilleur des mondes, c'est tout le monde qui travaille ensemble à un aéroport, qui devrait échanger et avoir la même base commune de données et de connaissances. Mais comme dit, c'est le monde idéal, c'est très compliqué, c'est très cher de réaliser ça. Donc, il y a fondamentalement 4 partenaires de base qui devraient échanger des données et des informations pour avoir une opération efficace. Et ça sont les compagnies aériennes, le contrôle aérien, donc l'ATC, les assistants en escale et nous comme gestionnaires de l'aéroport. Ces 4 piliers, si on veut, de l'opération, avec le but ou les buts, les objectifs, si on veut, qu'on ait un trafic aérien en toute sécurité, à l'heure, on time, hein, qui est très important, et où les clients sont satisfaits. Et les clients pour la compagnie aérienne, c'est les passagers. Pour l'aéroport, c'est la compagnie aérienne et les passagers. Donc, c'est un ensemble qui doit fonctionner. Voilà. Pour faire ça, effectivement, on utilise des outils. Alors, déjà de l'infrastructure pour regrouper les piliers plus importants de l'opération. On les met dans une grande salle. Comme ça, l'information peut courir très, très vite et efficace. Et ensemble, on utilise des outils qui regroupent les données de différentes sources et les mettent à disposition dans une manière visuelle et efficace à tout le monde et dans toutes les situations. C'est-à-dire que
Les données peuvent être accédées par des ordinateurs, par des tablettes, mais aussi par des smartphones. Comme ça, les gens qui travaillent à côté d'un avion peuvent même échanger avec le centre opérationnel. Ça, c'est un peu, oui, la réponse à votre question. Merci Nicolas. Donc j'ai posé une dernière question. Quel est l'apport du CDM pour les pilotes et les compagnies aériennes? Et je pose la question à Diego Loisinger. Alors, c'est très simple. Le système CDM garantit qu'il n'y a pas de retard avant le décollage, ce qui permet d'économiser du carburant et de fournir des horaires précis, ce qui est utile pour la planification et l'exécution du vol. Elisabeth, moi je vous propose d'ajouter, de parler d'Eurocontrol. Donc on a parlé des acteurs ici aéroportuaires, de la navigation aérienne. Donc là nous représentons plutôt la partie locale à l'échelle européenne. Mais en fait nous sommes dans une zone de trafic aérien très dense en Europe. Il y a une entité, un Eurocontrol, qui est une entité organisationnelle institutionnelle aussi dédiée à la sécurité des vols en Europe. Et c'est vraiment aussi un acteur très important parce que cette entité agit sur le trafic via son Network Manager Operational Center. Donc cette entité, il y a également des outils et des systèmes collectent toutes les informations sur les vols en utilisant différentes sources qui peuvent provenir des aéroports, de la navigation aérienne, des avions eux-mêmes, des compagnies. Donc, elle collecte ces informations, elle les redistribue à tout le monde, à tous les acteurs, ça c'est important. Donc, elle en collecte et elle les alimente, mais elle les redonne, je dirais, à la communauté. Elle a une vision en temps réel sur tout le trafic européen, donc elle sait où est-ce que les avions sont coincés, où est-ce qu'il y a des congestions, etc. Et puis elle établit des mesures de régulation, donc les fameux créneaux de décollage que tout le monde connaît, je pense ici, c'est quand on entend le pilote qui nous dit qu'on est dans l'avion et qu'on doit encore attendre un petit peu parce qu'il a un créneau de décollage. Bon, tout ce temps-là permet en fait un écoulement sûr et fluide au niveau européen. Et je pense que c'est la bonne échelle pour permettre effectivement une gestion efficace sur les aéroports en Europe. Donc, cet acteur est aussi essentiel dans le CDM. Oui, peut-être rajouter, donc Benjamin, le responsable du contrôle à Bâle-Mulhouse. Christine, tu as parlé un peu du contexte de l'arrivée de ce nouveau dispositif CDM avec l'exemple de Roissy. Tu viens d'évoquer effectivement l'intérêt qu'il y a à l'échelle européenne de bénéficier d'un partage plus large des données pour l'ensemble des partenaires qu'a évoqué Nicolas à l'échelle européenne. Moi, j'aimerais bien revenir un peu sur ce qui nous a conduit, nous, à Bâle-Mulhouse, en particulier, à déployer un CDM que l'on appelle ECRA. Je vous passe l'acronyme. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de CDM. On ne va pas gérer de la même manière un aéroport de la taille de Roissy, qui a une dimension vraiment intercontinentale, je dirais, avec Bâle-Mulhouse, qui est déjà de taille plus que respectable, avec des vols internationaux, mais qui rayonne globalement, et je parle sous le contrôle de mon collaborateur de l'Euro-Airport, le gestionnaire aéroportuaire de Bâle-Mulhouse. Bâle-Mulhouse rayonne sur, on va dire, à l'échelle européenne, bassin méditerranéen, avec une connexion à des hubs intercontinentaux, mais n'a pas vocation à faire beaucoup de vols, par exemple, transatlantiques ou vers l'Asie. Et c'est encore différent d'une petite plateforme, pour chez nous en France, par exemple, qui ferait du vol domestique. Il faut adapter le dispositif à l'échelle du terrain et les procédures ne sont pas les mêmes, les outils ne sont pas les mêmes. Donc nous avions un sujet à Bâle-Mulhouse, c'est que l'aéroport bénéficie d'une dynamique de croissance de trafic depuis de nombreuses années, notamment avec la compagnie EasyJet qui est basée, qui a un certain nombre, plus d'une dizaine d'aéronefs basés, qui opèrent beaucoup de rotations dans toute l'Europe, avec des phénomènes historiquement de saturation de notre aérogare avec des passagers. Il y avait un besoin, d'une part, de lisser tout ce trafic pour le rendre plus fluide. Ça, c'est un processus de coordination aéroportuaire qui est un autre sujet, et d'avoir un outil qui nous permette à tous d'anticiper les problématiques. Se dire que si un vol a pris du retard sur sa première rotation du jour, quelle va être la conséquence sur la deuxième, la troisième, la quatrième rotation? Est-ce qu'il y a des impacts sur son retour avant le couvre-feu, etc.
Et c'est là que l'aéroport a poussé cette idée de CDM à laquelle nous avons souscrit côté DSNA, évidemment, l'ensemble des acteurs et le travail s'est mis en marche. Je ne sais pas si tu peux compléter un petit peu, Nicolas, toi qui étais pas mal à la manœuvre de l'initialisation du projet local. Oui, oui, absolument. Ce qu'on peut dire, un peu l'objectif du CDM, c'est effectivement de passer de la réactivité à l'anticipation. À l'époque, il y avait des problèmes opérationnels, on les appelle des irrégularités, qui faisaient que ben, ça engendrait des retards, ça engendrait des problématiques pour des vols. Et on réagissait très, très efficace, très rapidement, mais ça prenait quand même beaucoup de temps. Et avec le CDM, avec les outils et le partage des données et d'informations, on est passé de la réaction à l'anticipation. Donc, on peut voir déjà, avant que quelque chose passe, qu'il y a un risque de congestion, qu'il y a un risque d'un phénomène météo ou n'importe quoi. Et donc, on est beaucoup mieux préparé pour régler l'irrégularité et retourner à la normale au plus vite possible. Et pour faire ça, effectivement, il y a ce besoin que tous les acteurs sur la plateforme sont au courant de ce qui se passe et savent déjà comment réagir. On fait ça avec des fiches réflexes pour beaucoup de situations qui peuvent se répéter. Et donc, sur le niveau local, on est organisé comme ça et préparé. Et après, effectivement, comme ça a été dit, ces données, ou disons là, le résultat de ces données, que c'est un horaire de départ estimé, il va partir chez Eurocontrol à Bruxelles qui prend en compte cette donnée et intègre le vol dans le trafic européen global. Et donc, tout le système est beaucoup plus prévisible et mieux organisé. C'est un peu comme ça que c'est organisé. Je vais peut-être vous poser une autre question. Est-ce que vous avez, alors sur Bâle-Mulhouse ou bien sur d'autres aéroports, un exemple concret où le CDM a pu éviter des perturbations? Alors, plutôt que, oui, alors, éviter des perturbations, c'est souvent avec des phénomènes météorologiques, quand il y a des cellules orageuses ou des événements neigeux, comme ça a été dit. Euh, mais c'est pas seulement éviter, mais aussi gérer un problème. Et là, j'ai un exemple que on ne veut plus voir, mais malheureusement, il y a toujours le risque. C'est les fameux alertes à la bombe. Et l'alerte à la bombe, ça, selon le cas, selon l'évaluation du risque, nous fait évacuer tout le bâtiment ou une partie du bâtiment. Et ça a un impact très, très, très grave sur les opérations des compagnies, évidemment. Parce que bah, les passagers n'arrivent pas au gate, on ne peut pas embarquer, et donc l'avion peut décider de voler sans passager ou d'attendre. Euh, et avec le CDM, ça nous donne une organisation qui permette de bien gérer la situation, de bien en amont décider si un vol est maintenu ou annulé. Comme ça, on peut informer les passagers qui ne doivent pas trop attendre. Et si on regarde les premières alertes qu'on a eues à notre aéroport, par exemple, ça a pris entre 6 et 7 heures pour tout régler. Parce qu'il y avait une décontamination à faire dans tout le bâtiment. L'aéroport, même s'il n'est pas le plus grand, mais il est quand même assez grand pour tout contrôler. Entre-temps, avec notre organisation, on est descendu de 6 heures à 2 heures d'impact. Donc, c'est tout à fait une autre chose. Et ça, c'est que grâce au CDM qu'on peut faire des choses comme ça. Merci.
Sur le côté compagnie aérienne, est-ce que euh, enfin, comment au niveau la compagnie aérienne intervient dans le processus? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur ce volet? Oui, peut-être je peux commenter. Le, euh, le pilote, il veut savoir le target of block time. Ça veut dire le temps quand le pilote ou la compagnie veut partir. Des fois, il y a des irrégularités, par exemple un petit souci avec des passagers ou avec l'avion. Et puis, le pilote peut demander au dispatcher qu'il veut partir 30 minutes en retard. Alors, le dispatcher, il met un nouveau ton de target of block time. Alors, un nouveau ton dans le système quand l'avion et quand la compagnie veut partir. Et après, s'il y a beaucoup de trafic, ça produit une target start-up time. Ça, c'est donné par l'aéroport. Ça, c'est la TSAT, Target Start-up Time. C'est le temps que l'aéroport dit l'avion peut partir. Et donc, tous les acteurs sur la plateforme, ils vont préparer l'avion dans une manière que l'avion peut partir euh, euh, exactement dans le temps de startup time. Et comme ça, il y a plus d'organisation, plus d'anticipation. C'est un très bon exemple, Diego. Peut-être je peux juste préciser ce qui a été dit par rapport à Eurocontrol, parce que c'est exactement ça, cette décision locale qu'on va retarder de 30 minutes le vol. Cette information va en temps réel chez Eurocontrol, qui peut donc prendre cette information et, par exemple, permettre à un autre avion qui est déjà prêt, mais qui doit attendre son créneau, qu'il peut partir grâce à l'information que le vol de Diego a été retardé de 30 minutes. C'est ça ce que je dis, que les décisions européennes sont prises en compte globalement et peuvent donc permettre un trafic mieux géré globalement. Est-ce que tout à l'heure on a parlé du fait que les outils CDM étaient différents suivant les types d'aéroports? Est-ce qu'il y a quand même des points communs par catégorie d'aéroports? Est-ce qu'il y a des systèmes qui sont harmonisés? Voilà. Ouais, alors, je peux peut-être apporter un début de réponse et mes collaborateurs aéroportuaires ou exploitants compagnies aériennes pour compléter. Les points communs, c'est ceux qu'on évoque finalement depuis le début de cette matinale. C'est le concept déjà. Le concept n'est pas fondamentalement différent que l'on soit sur un petit aéroport ou sur un gros. C'est juste qu'on va l'ajuster au niveau du périmètre. Euh, une des choses qui est complètement nodale, que l'on retrouve dans toute logique de CDM, c'est celle que l'on vient de discuter, c'est le lien avec le Network Manager d'Eurocontrol, donc le gestionnaire de l'intégrité du réseau européen, qui est en fait le réceptacle de l'ensemble des données que toutes les plateformes, les compagnies aériennes, le contrôle aérien, les assistants escales vont fournir. Ça fait une alimentation de base de données. Et ensuite, le Network Manager digère toutes ces données, trouve à son niveau, à l'échelle européenne, les meilleures solutions, par exemple en termes de créneaux, comme ça m'a été évoqué par Diego et Nicolas, et redistribue la donnée à l'ensemble des partenaires. Et ça, que l'aéroport soit petit, gros, peu importe, c'est vraiment la chose fondamentale du concept qui va vraiment être les dénominateurs communs de tout concept CDM, quelle que soit la taille de l'aéroport. Après, les outils, on peut commencer à en parler un petit peu. On a différentes possibilités d'IHM, donc interface homme-machine. La DSNA, par exemple, promeut un outil qui s'appelle CDM at DSNA,
qui en fait est alimenté par le network manager des données dont je parlais, évoquées par Diego, les heures cibles de départ, d'arrivée, les heures réelles d'arrivée, de départ, les heures de repoussage, etc. Et ça donne aux services de contrôle aérien, donc la DSNA par exemple, mais ça pourrait être aussi des opérateurs AFIS qui font de l'information de vol sur des plus petits terrains, ça pourrait être des prestataires étrangers aussi, puisque le CDM à DSNA est un service web. Ça permet de visualiser toutes ces données pour le contrôle aérien, de mieux anticiper les situations de contrôle aérien que vont vivre les contrôles aériens dans la journée. Côté Euro-Airport, et je te laisserai compléter Nicolas, il y a un partenariat, alors je ne sais pas si on peut évoquer les noms dans cette matinale, mais en tout cas une entreprise qui est connue dans notre milieu, qui a développé pour les besoins de l'Euro-Airport un outil, notre IHM, qui répond plus peut-être aux besoins des assistants en escale, des opérateurs aériens, donc les compagnies aériennes, et des employés de l'EAP pour anticiper les opérations d'exploitation aéroportuaire. Et on a pour compléter aussi, il faut le mentionner, l'Eurocontrol, le Network Manager joue aussi un rôle fondamental, nous pourvoit ses propres outils qui permettent d'avoir des actions sur la gestion des flux et notamment les fameux créneaux. Oui, ce qui est important dans ce que dit Benjamin, c'est effectivement, OK, on a dit plusieurs fois le partage d'informations, le partage des données, mais surtout, c'est un partage en temps réel. On a par exemple sur plusieurs endroits sur notre plateforme des antennes qui captent les mouvements des avions et automatiquement envoient ces informations à Eurocontrol. Donc, les antennes captent quand l'avion fait le repoussage, quand il se met en route pour aller à la piste, quand il fait son décollage et vice-versa après pour l'atterrissage et l'arrivée à son poste. Ça, c'est des informations qu'à l'époque, on devait envoyer par message, par exemple, hein, pour les tout anciens comme moi, on connaissait même encore les telex, et donc jusqu'à ce que tout le monde savait qu'un avion il est dans l'air, ça prenait 20 minutes. Aujourd'hui, dans 20 minutes, on a déjà fait la moitié du trajet pour arriver à la destination. Donc, on est vraiment dans un autre monde. Et cette notion de temps réel, c'est très important et rend l'opération très efficace. Je vais vous poser une autre question sur le nombre de personnes au quotidien qui travaillent sur ce sujet, c'est-à-dire ils sont réunis dans une salle, comment ça se passe concrètement? Alors, je crois que c'est différent selon l'aéroport, son besoin et la taille. Je suis sûr que Paris, au contraire, je le connais à Paris, que c'est très, très grand et c'est même pas dans une seule salle. Chez nous, effectivement, ça suffit une salle et on peut dire qu'en moyen, il y a 12 personnes qui sont au même temps dans cette salle, des différents services. Et c'est des représentants de chaque service qui est dans la salle qui fait après le lien dans son service qui est peut-être basé ailleurs. Donc, une douzaine de personnes dans le cas de Bâle-Mulhouse. D'accord, je ne pensais pas que c'était autant. Est-ce que, Christine, tu veux peut-être ajouter quelque chose sur le CDM au niveau de l'ensemble des aéroports ou bien sur l'évolution de Oui, l'outil? oui. Donc, le CDM, comme on l'a vu, on a parlé beaucoup du cas de Bâle-Mulhouse, donc un aéroport régional. En France, nous en avons trois qui sont labellisés par Eurocontrol Advanced Tower, donc Bâle-Mulhouse, bien entendu, mais nous avons aussi Marseille et Toulouse. Et probablement, enfin, on a la volonté, je pense qu'avec les gestionnaires d'aéroports, d'étendre aussi ces principes à d'autres plateformes comme Nantes, Bordeaux, etc. Mais donc voilà, donc ça, c'est des aéroports régionaux qui ont ce type d'outillage dont on vient de parler, les balises automatiques qui détectent, enfin les balises qui détectent sur le terrain directement des événements.
Donc ça, c'est important. Mais on a une autre taille, une autre gamme aussi d'aéroports plus importants, comme Roissy, mais aussi Orly ou bien Nice, sont, qui ont des systèmes plus développés, plus importants, plus coûteux aussi, hein. Ça, il ne faut pas se voiler la face, mais donc qui font aussi du CDM avec des outils plus perfectionnés. Notamment, la différence avec les plateformes régionales, c'est qu'ils ont implanté des systèmes de gestion des arrivées et départs locaux, hein, donc des AMAN et des DEMAN dans notre jargon, qui, qui établissent des séquences, qui font un séquencement sur les arrivées ou les départs, et donc avec des algorithmes perfectionnés, donc qui vont déterminer dans quel ordre, quel est le meilleur ordre pour faire partir du poste du parking les avions ou bien gérer les arrivées. Donc ce sont des systèmes qui repose sur l'acquisition d'informations, hein, d'informations plan de vol, de données radar, de beaucoup d'informations de contexte aussi, et qui permettent, je dirais, d'avoir une meilleure précision, une meilleure prise en compte. On a parlé du TOBT et TSAT tout à l'heure, donc c'est de données fondamentales. À quelle heure est-ce que le pilote souhaite partir du bloc, doit partir du bloc, du point de vue compagnie et du point de vue aéroport et navigation aérienne, et le fait de gérer de rapprocher ces deux données, de les gérer de façon fine et temps réel, voilà, c'est quelque chose qui apporte un plus dans la gestion des opérations de ces grands aéroports. Et à côté de ça, on a donc les petites plateformes, voilà, ne bénéficient pas de ce type d'outillage, mais néanmoins peuvent accéder aux données et voir quelle est la situation. Je ne sais pas si je poserais bien une question à Christine pour rebondir sur les explications qu'elle vient d'apporter concernant les aéroports régionaux de plus petite taille. Je me posais la question, est-ce que ce concept de décision collaborative partagée pourrait s'appliquer à des aérodromes, c'est-à-dire mais très fréquentés? Je pense notamment en région parisienne à Tours-sur-le-Noble. Alors, est-ce qu'il s'inspire, ayant connaissance des vertus de ce concept, déjà pour régler des aléas, ou est-ce que ça pourrait être décliné au niveau des gros aérodromes? Alors, première partie de la réponse, aujourd'hui, ce n'est pas fait, hein, puisque ces aérodromes où il y a de l'aviation légère, là on parle de l'aviation légère, le principe c'est que les avions sont en VFR et puis ne sont pas des vols commerciaux, donc ils échappent, je dirais, à ce processus de CDM vu à l'échelle européenne par Eurocontrol pour les vols commerciaux. Donc, pour l'instant, ça n'est pas fait. Et est-ce que dans l'avenir, on pourrait utiliser ce type de technique? Mais oui, avec bien entendu, on voit bien que là, on exploite de plus en plus des informations de plus en plus temps réel avec des outils web, etc. Donc, pourquoi pas mettre en place au niveau de ces plateformes ce type de choses. Mais pour le moment, voilà, c'est plutôt à destination du trafic commercial que ces outils s'adressent. Et moi, j'avais une petite question. Tu as parlé tout à l'heure de labellisation. Alors, c'est quoi qu'il y a derrière ce mot? Oui, label. Donc, une labellisation. Donc, en fait, on a vu qu'il y avait différents cas de figure pour les aéroports. Donc des petites plateformes, des aéroports régionaux ou des grandes plateformes comme Orly, Londres, Amsterdam, voilà. Et donc avec différents types d'outils et différents types de process aussi. Et Eurocontrol, pour promouvoir la mise en place de ces outils et process en Europe, a un rôle, on l'a vu, actif pour agir sur le trafic, mais il a aussi un rôle de conseil, d'accompagnement, de guide. Donc, il produit beaucoup de spécifications de guides aussi pour aider les acteurs. Et une façon d'aider les acteurs à entrer dans ce processus vertueux en Europe, c'est de labelliser
de reconnaître la compétence d'un aéroport au travers d'un label. Pour l'instant, il y en a deux. Il y a le full CDM, quand on est complètement compliant au processus, quand on envoie beaucoup de données au contrôle, donc le cas de Roissy, Norly, des grandes plateformes de ce type en Europe. Et pour les aéroports régionaux, donc on a le label d'Advanced Tower, dont bénéficie aujourd'hui Bâle-Mulhouse, comme je l'ai dit, Marseille et Toulouse aussi en France, mais il y en a d'autres en Europe. Et donc, c'est une façon de reconnaître la compétence et je dirais le niveau d'avancement de l'aéroport dans ce processus vertueux de collaborative decision making. Et peut-être que côté compagnie Bâle-Mulhouse, vous pourriez nous en dire un mot sur l'importance à vos yeux de ce label que vous avez obtenu. Bravo. Bon, je peux commencer de mon côté. Peut-être Benjamin peut après ajouter des choses. Bah, le premier pas pour faire ce Advanced Tower, ou chez nous ça s'appelle ECRA, European Connected Regional Airport, mais à la fin c'est un peu la même chose. Hein. Le premier pas, c'était de faire ce CDM local, donc de créer un centre d'opération local où on partage les informations et les données. Et après, on a fait le pas de passer de ce mode local en mode collaboration européenne. Et le fait d'avoir ce label, pour nous, c'est une confirmation que ce qu'on a commencé à faire sans Eurocontrol était quand même la bonne direction. Et donc, cette confirmation, pour nous, c'est très, très motivant pour continuer. Et effectivement, si on regarde les grands aéroports, ils ont ce qu'on appelle le ACDM. C'est des étapes dans la vie d'un vol bien précisées et tout le monde connaît l'état d'une étape. Hein, on les appelle milestones en anglais. Normalement, c'est 16 étapes qu'on a. Et les aéroports régionaux couvrent 4 à 5 étapes de ces 16 étapes. Et nous, ça nous a motivés pour faire plus, mais comme Christine l'a dit, la CDM est assez coûteux. Pour nous, c'est un peu trop grand pour notre aéroport. Par contre, les données de la CDM, ils sont là quelque part, ou la majorité de ces données. Et donc, le défi est de regrouper ces données et les rendre accessibles aux partenaires. Et donc, avec ECRA, on a quand même réussi à mettre à disposition 12 de ces 16 milestones. Et donc, ce label nous a motivés à faire ça. Voilà. Et ça motive aussi de continuer dans cette démarche et de faire notre amélioration continue. Et donc, cette amélioration continue, elle a démarré quand? C'est-à-dire les premiers... On a créé notre centre opérationnel en 2018 et on est devenu ECRA ou Advanced Tower en 2023. Mais il faut savoir qu'on a eu 2 ans de pause Covid, donc on était un peu en retard à cause de ça. Mais depuis 3 ans, on peut dire, ça fonctionne comme ça et ça fonctionne. Disons que côté aéroport, on est satisfait. On espère que côté SNA et EasyJet, ils sont aussi satisfaits. Oui, je confirme la satisfaction côté des SNA au niveau local et même national. Je pense pas trop avancer sur cette plateforme, Christine. Le système a fait ses preuves, il est en service et tu me corrigeras, Nicolas, depuis avril 2023, du coup, je pense. Après, on va dire, au-delà de la création de la salle, la mise en place des procédures entre nous, quand je dis entre nous, c'est-à-dire entre l'exploitant aéroportuaire, la DSNA, Eurocontrol, les compagnies aériennes et les assistants escales, ça nous a pris une grosse année, je crois, de travail. Alors, je ne veux pas minorer le travail de Nicolas qui a œuvré côté aéroportuaire avec ses équipes. Il y a eu un travail de mes équipes et de tous les partenaires. J'ai cité notamment Eurocontrol.
une grosse année de travail pour mettre tout ça en place. Et quand je parlais de différence de périmètre, on voit c'est les fameuses milestones qui permettent d'ajuster le curseur. Roissy a besoin de beaucoup plus de milestones que nous à Bâle, et un plus petit terrain aura besoin de moins de milestones. C'est aussi un des avantages des concepts CDM, en tout cas celui que l'on a à Bâle-Mulhouse qui s'appelle ECRA, c'est qu'il est très adaptable au volume d'informations dont on a besoin localement. Là, je crois qu'on est sur, tu l'as dit, 12 milestones sur 16. C'est déjà, on va dire, une moyenne haute. D'autres plateformes pourraient se contenter de moins. Évidemment, lorsqu'on est à Roissy ou à Nice, on a besoin d'un peu plus avec des outils de séquencement, comme l'a dit Christine. Et évidemment, plus le système est développé, plus il devient coûteux, pas forcément que financièrement. Là, financièrement, je ne suis pas dans le secret de votre investissement à l'aéroport, mais j'ai cru comprendre que ça avait coûté, en termes de matériel, 2 antennes. C'est aussi surtout coûteux en termes d'investissement pour créer les procédures, les mettre au point avec tout le monde, et après avoir la ressource humaine. On parlait tout à l'heure des 12 personnes sur le plateau CDM, avoir la ressource humaine pour faire vivre le système. Plus il va y avoir de données, évidemment, plus il faut de monde pour l'exploiter. Donc c'est vraiment quelque chose de très modulable. Et juste pour conclure un petit peu sur cette partie-là, il faut savoir qu'avant le Covid, on était sur un autre concept de CDM. C'était du CDM aussi, mais ça ne s'appelait pas ECRA. Et ECRA est un concept qui a été développé par Eurocontrol à l'échelle européenne pour répondre à la demande de disposer de CDM sur des plateformes moins grosses que du type Roissy, Londres, Amsterdam. Et elle est expérimentée en premier lieu sur des petits aéroports en Grèce, si ma mémoire est bonne, qui avaient la particularité d'avoir un trafic qui littéralement explosait en été, avec des vrais soucis de gestion. Et donc cet outil, ce service ECRA a été en premier lieu déployé en test sur ces plateformes où il a donné satisfaction, avant d'être proposé sur des terrains d'ampleur régionale à l'échelle européenne, type Bâle-Mulhouse. Et Bâle-Mulhouse, en l'occurrence, a été, à ma connaissance, le pionnier en France pour ce gabarit d'aéroport, et peut-être même pionnier en Europe pour un aéroport de cette taille-là. Bonjour, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Stéphane Horry, excusez-moi, je ne suis pas un spécialiste du domaine, donc je vais avoir une question un petit peu bateau. Quel est est-ce que ce CDM fait intervenir de l'intelligence artificielle ou à contrario, est-ce que l'intelligence artificielle peut amener des perspectives d'évolution du CDM? Je peux commencer, Nicolas, et tu complètes. Alors, déception, les systèmes sont toujours très compliqués en matière de navigation aérienne et aéroportuaire, parce qu'on a beaucoup de normes de sécurité, notamment informatique, sûreté informatique, il faut même dire, à respecter. À ma connaissance, mais peut-être que tu en sais plus que moi, Nicolas, non, il n'y a pas d'intelligence artificielle encore, mais on peut très légitimement se poser la question dans le cadre d'une vision globale d'un partage de données qui vient vraiment de la macro-data à l'échelle européenne, et je pense notamment ce que doit faire le network manager. Moi, j'imagine assez bien un rôle à venir de l'intelligence artificielle pour diagnostiquer plus vite que les hommes et les femmes à la manœuvre ne savent le faire, des difficultés, des pistes d'amélioration, un peu à la manière d'un ordinateur qui jouerait une partie d'échecs. C'est peut-être pas encore assez développé niveau IA à ce stade, il faudrait lui apprendre, parce que j'ai cru comprendre que l'intelligence artificielle avait besoin d'être alimentée d'apprendre, mais je vois bien un avenir où l'IA pourrait jouer un rôle dans tout le processus, diagnostic des problèmes et résolution, toujours avec logique d'assistance, je pense, des êtres humains qui seront à la manœuvre, mais personnellement, j'y vois un intérêt. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, ce n'est absolument pas le cas, et je ne pense même pas que ça soit lancé. Tu en sais peut-être plus, Nicolas? Oui, effectivement. Je suis un peu du même avis. Je crois que l'intelligence artificielle va et doit devenir un appui dans la planification et la gestion du trafic aérien et de la gestion à l'aéroport. Nous, on est effectivement en train d'évaluer certains outils qui vont aider au sol, parce que ce qu'on veut éviter, c'est de créer des retards, ou au mieux rattraper un retard. Et l'intelligence artificielle qui aidera
à suivre une assistance en escale, par exemple, et qui peut lancer des alertes si quelque chose ne va pas, pardon, si quelque chose ne va pas comme planifié. D'autre côté, si l'infrastructure d'un aéroport fonctionne bien, ça aide aussi à la ponctualité des avions. Et là, je fais l'exemple de la planification des postes de stationnement pendant la journée, où on a une planification à la veille qui est sur du papier et ça va bien. Et le jour J, il y a la planification qui rencontre la vraie vie. Et la vraie vie, souvent ou toujours, n'est pas la même chose qu'on planifié. Et là, on doit réagir, on doit faire beaucoup de manips dans les systèmes. Et dans ces cas-là, l'intelligence artificielle ira certainement nous aider pour être plus rapide et plus efficace. Ça, c'est un peu l'état actuel. Oui, je poserais bien une question, Denis Gély, qui prend la parole. Concernant l'état de l'art de ce concept de décision collaborative et comment on peut le manager. Alors, l'état de l'art, je pense à d'autres secteurs de transport ou d'autres d'activités. Mais le transport, ben, c'est le transport ferroviaire, le transport de passagers par train, où il y a le même type d'aléas, de pannes et d'imprévus à gérer. Et quand, après l'épisode neigeux de Roissy là, en 2003, donc le domaine aéronautique s'est posé la question comment on pouvait gérer ces situations de crise. Est-ce que vous avez fait un état de l'art et est-ce que vous avez déjà vu, je pense que la SNCF et le réseau ferroviaire avaient déjà des outils pour gérer des retards, informer les passagers, prendre des décisions. Ou est-ce que ou est-ce que finalement, avec ce concept-là de CDM très élaboré, vous considérez que vous êtes pionnier et que ça pourrait servir à d'autres secteurs d'activité? Je peux commencer à préparer le terrain pour Nicolas. Côté DSNA, alors, comme le nom l'indique, Service Navigation Aérienne, on est vraiment tourné à 100% sur l'aérien. Et je dirais, il y a ce qui se passe sur l'aéroport, mais une grosse partie, c'est pas dire la majeure de notre activité, se passe plutôt en l'air. En revanche, une discussion dont Nicolas m'a fait part, on est aujourd'hui sur un CDM qui est vraiment aérien. Mais quand on parle de flux, en fait, le flux, il s'arrête pas au débarquement du passager et déchargement de ses bagages, et inversement, il ne commence pas qu'à l'embarquement des passagers ou au chargement du fret. Ça vient bien au-delà, et sur toute plateforme aéroportuaire, et c'est un peu l'avenir, on devient dans des systèmes un peu plus intermodaux. L'environnement aidant, le respect de l'environnement aidant, on essaie de faire venir les gens plutôt en train ou par des moyens de transport type tram ou autres, plutôt qu'en voiture. Mais la voiture reste aujourd'hui quand même, dans nos sociétés occidentales, un des moyens privilégiés de transport, y compris pour aller prendre l'avion. Et il y a toute cette logique de flux organisé. Et je crois, Nicolas, que vous aviez une organisation, une ambition que le CDM finalement s'étende un peu au-delà des aspects purement aériens pour avoir une gestion plus globale des flux, typiquement gérer l'arrivée la desserte par l'autoroute de l'aéroport, la gestion des parkings qui est déjà un sujet en soi sur tout aéroport, etc., etc. Je sais pas si tu peux en dire plus. Je crois que ça s'appelle Total Terminal Management ou quelque chose comme ça. Oui, presque, c'est le TAM, Total Airport Management. C'est un peu la suite logique après qu'on a mis en œuvre le CDM et le système ECRA qui est très, très ciblé sur les avions. Et ça fait un peu de sens à un aéroport. Donc, l'avion qui doit partir en toute sécurité est on time. Donc, c'est très ciblé côté piste. Mais effectivement, et on le voit toujours plus, il y a des effets, des événements côté ville qui ont un impact à un départ de l'avion. Si les passagers ne peuvent pas accéder à l'aéroport parce que la route d'accès est bloquée par un accident, par exemple,
les passagers ne peuvent pas aller au gate pour faire l'embarquement à l'heure. Euh, et ces informations-là, on aimerait de plus en plus les intégrer dans la gestion de l'aéroport pour aller encore plus dans l'anticipation. Donc, on veut rapprocher le côté ville et le côté piste et avoir beaucoup plus d'informations et des données qu'on peut utiliser pour la planification du trafic. Et ça, c'est le prochain pas. Euh, et pour répondre à la première question, c'est mon avis personnel, mais je ne pense pas que les aéroports étaient les premiers à avoir une organisation où on prend des décisions ensemble. Je suis sûr que dans le ferroviaire ou même dans le navire, il y avait aussi ces organisations et surtout, je pense, pas pour le contenu, mais sous la forme et la philosophie un peu, probablement c'est né dans le militaire, qui avait des postes de commandement et avait une organisation de partage d'informations. Je peux très bien m'imaginer qu'il y a certains éléments qui viennent de ce côté-là. Voilà. Mais c'est un avis personnel. Oui, oui, merci pour cette précision qui était effectivement la première partie de ma question. J'avais à peu près le même sentiment. On peut imaginer, et vous l'avez cité au travers des opérations militaires, on imagine qu'il y a des décisions qui sont prises en tenant compte de tout un tas d'éléments, d'informations. Et ce traitement, en fait, on est dans le traitement de l'information et de la prise de décision, en fait. Et ça, je pense qu'il doit y avoir des fondamentaux qu'on doit respecter et que vous avez peut-être déclinés dans le domaine aéronautique avec la CDM. Merci pour votre réponse. Est-ce que dans cet aspect décision collective, est-ce que euh, Diego Letinger, est-ce qu'on rencontre un peu pas la même chose un peu dans les cockpits d'avion? Non, en fait, nous, comme pilotes, nous sommes the end user. Ça veut dire le, nous profitons de l'application de cet système, mais pour les pilotes, c'est très simple. En fait, nous, on crée un donné par dire que nous voulons partir plus tard ou plus avant ou comme ça. Et donc, ça, c'est un input pour le système, mais nous, on fait, il n'y a pas de parallèle dans le cockpit de ce système. Non. En fait, je pensais davantage au travail d'équipe qu'il y a au niveau d'un cockpit d'un avion. C'était juste pour faire un parallèle avec une situation de travail d'équipe qui existe entre les pilotes. Oui, je pense que effectivement, Elisabeth, pour rebondir sur ce que tu mentionnes, la dimension humaine et équipe dans le CDM, on a parlé beaucoup outils et, et systèmes d'information, mais elle est vraiment présente. Voilà, Nicolas l'a dit, mais en fait, le CDM, ça se traduit aussi par du physique, c'est-à-dire une salle où des opérateurs qui ont des occupations, des préoccupations différentes, qui ne se connaissent pas forcément, qui ont des objectifs pas forcément convergents non plus à un moment donné, se mettent ensemble, travaillent ensemble voilà, à résoudre un même problème. Et c'est quelque chose qui se passe aussi par une coopération entre humains assez importante. Moi, j'ai pu discuter avec une personne de CDG de Roissy qui a participé à la mise en place du CDM à Roissy et qui m'a dit c'est bien simple. Moi, ça a été une révolution, hein, le CDM. En fait, ça a consisté à faire mon boulot de responsable des opérations que je faisais au jour le jour ou en cas de crise, mais au lieu de le faire tout seul dans mon bureau, je me suis mis à le faire
avec d'autres personnes autour de moi qui faisaient aussi leur même travail, côté compagnie, côté gestion des aéroports, côté navigation aérienne. Mais au lieu de le faire chacun chez soi dans son bureau, eh bien, on était tous dans la même pièce, avec le même endroit physique, et puis le téléphone aussi qui sonnait, et on pouvait entendre les conversations des autres. Donc ça a tout changé, en fait, ce travail en commun. Et ensuite, le CDM, avec l'apport des outils, des technologies qu'on connaît aujourd'hui, hein, et l'EGA sera certainement la nouvelle génération, eh bien, c'est un prolongement en fait de cet état d'esprit, mais qui passe quand même par la volonté de coopérer, de travailler ensemble. Je pense que le parallèle avec le train, avec la navigation maritime existe aussi, hein. Le CDM, finalement, c'est quand même du bon sens, hein, si on réfléchit bien. Mais c'est vraiment d'abord une volonté de coopérer entre acteurs pour améliorer une situation, et l'aspect collaboratif et travail collectif a une dimension aussi très importante là-dedans, même si euh, aujourd'hui, on n'est plus réunis dans la même pièce, on n'a plus besoin finalement de se retrouver, mais quelque part, l'esprit perdure. Et s'il n'y a pas de questions, Isabelle, j'ai un petit point qui m'est revenu que je peux mettre un peu aussi en avant sur le concept. Mhm. Vas-y, vas-y. Ouais, alors c'est plus une conséquence, un bénéfice, je dirais, mais finalement qui devient presque un objectif fondamental aujourd'hui. On voit bien l'évolution sociétale est accélérée depuis le Covid vis-à-vis de l'urgence climatique, d'être plus respectueux de l'environnement. Alors, il y a une notion d'émissions de gaz à effet de serre. On en a parlé tout à l'heure un petit peu en disant, en limitant les délais, etc. On réduit la consommation et donc en réduisant la consommation de kérosène, on limite l'émission de gaz à effet de serre, évidemment. Ce qui peut nous intéresser pas mal niveau aéroport et contrôle aérien aussi, c'est que la plupart de nos plateformes de la taille type Bâle-Mulhouse, on a une pression aujourd'hui de la riverainté, les habitants autour de ces aéroports, de réduire les nuisances sonores. Et ça se traduit notamment par des restrictions d'exploitation qui visent à ce que les opérations se déroulent de plus en plus en cœur de journée, et inversement qu'on limite les opérations dites nocturnes avec des heures de nuit. Aujourd'hui à Bâle-Mulhouse, on a un couvre-feu à partir de minuit et on réopère à partir de 5 heures pour les arrivées. On a même des restrictions, les départs sont interdits à partir de 23 heures et on ne peut plus arriver avant 6 heures le matin. Donc c'est un couvre-feu qui a tendance un peu à s'étendre. Et avec un vrai challenge pour nous, c'est d'arriver à ce que les compagnies aériennes, dont EasyJet, qui opèrent plusieurs rotations à la journée, arrivent de manière fluide à opérer l'intégralité de ces rotations. Si une rotation perd 1 heure parce qu'il y a un créneau, ça coince quelque part, potentiellement, et c'est ce qui nous arrive régulièrement en CDM, le soir à 18 heures va se poser la question, est-ce que l'avion, on le laisse partir à Porto, puisqu'il est déjà 1 heure en retard du fait de, par exemple, d'un retard sur la première rotation en journée, et il ne pourra pas revenir 1 heure en retard puisqu'on a ce couvre-feu qui est vraiment une contrainte forte et qui empêche. Or, les opérations redémarrent le lendemain et la compagnie a besoin que ces avions basés reviennent au bercail pour repartir à la fraîche le lendemain matin. Et le CDM là-dessus, et Nicolas, tu pourras le confirmer, peut-être Diego, ça a vraiment apporté un plus, puisqu'avant, finalement, on jouait un peu à la roulette russe, les opérations se déroulaient en cœur de journée, c'est vraiment tardivement dans la journée, on se rendait compte, mince, ça ne le fait plus. Aujourd'hui, avec le CDM, je dirais presque dès le matin, les premières perturbations qu'il peut y avoir, il y en a toujours un petit peu sur le réseau. On arrive quand même assez finement, et ça c'est plutôt l'aéroport qui joue ça, à diagnostiquer s'il y a des vols qui sont sur une watchlist, je crois, d'Eurocontrol. Ils pourraient poser problème pour le couvre-feu, et très rapidement, c'est bien d'avoir le diagnostic, l'analyse, mais ça permet surtout avec le NEM d'agir dessus, de dire bah, celui-là, il faut peut-être le passer en priorité dans l'attribution de créneaux, parce qu'on a un fort enjeu environnemental à Bâle-Mulhouse, de respect du couvre-feu. Mais ce qui est vrai à Bâle-Mulhouse est finalement, à ma connaissance, un peu vrai sur toutes les plateformes de cette taille-là en France et en Europe, c'est une évolution sociétale. Et l'environnement devient tellement prégnant que ce qui était au début un simple bénéfice devient peut-être aujourd'hui, de mon point de vue, un des enjeux majeurs du déploiement des CDM sur les aéroports dans toute l'Europe et pour le réseau européen. Je ne sais pas si tu peux compléter, Nicolas. Ben, il n'y a pas vraiment beaucoup à compléter parce que c'est exactement comme tu dis. Euh, et je peux juste répéter que c'est encore une fois ce partage d'informations et des données avec Eurocontrol qui permet aux aéroports de beaucoup mieux anticiper leur opération.
Et la gestion du couvre-feu, c'est effectivement une anticipation qu'on peut faire maintenant et qu'on ne pouvait pas faire avant le CDM. D'accord. Et à part cet aspect de couvre-feu, qui, je comprends, est un objectif au niveau des nuisances sonores, est-ce qu'il y a d'autres objectifs environnementaux que le CDM arrive à couvrir? Peut-être Diego, sur la partie compagnie aérienne? Alors, pour nous, comme je disais au début, pour nous, c'est vraiment d'économiser le carburant, en fait. Parce qu'on sait le temps qu'on va partir, et on peut planifier, on peut faire une exécution comme on a planifié. Et donc, ça, c'est bon pour nous et bon pour l'environnement. Mais je ne peux pas ajouter plus. D'accord, merci. Peut-être je peux ajouter un autre facteur qui est un peu moins important pour notre aéroport parce qu'on n'est pas trop grand, mais c'est très important pour d'autres aéroports, notamment Paris qui le fait chaque jour, c'est de euh, optimiser les temps de roulage de son poste de stationnement à la piste. Si on doit ou pendant le roulage attendre 10 minutes, 15 minutes, des fois une demi-heure parce que ça coince, ben, pendant ce temps, on brûle du carburant. Et le CDM et la gestion trafic, ensemble avec Eurocontrol, permet de mieux planifier l'opération et donc que les avions, quand ils partent de leur poste de stationnement, peuvent rouler jusqu'à la piste et après tout de suite décoller et ne pas perdre du temps. Comme dit à Bâle-Mulhouse, le roulage est entre 4 et 7 minutes. Ce n'est pas le grand problème, mais d'autres plateformes, ils ont des longs taxiways. D'accord. Oui, je peux mentionner un autre exemple, peut-être pour compléter ce qui a été dit à Bâle-Mulhouse, qui va dans le même sens. Et cette fois, c'est à Toulouse, puisque j'ai pu discuter aussi de la mise en place du CDM à Toulouse, hein, qui s'est déroulé aussi dans les années 2016-2018, un peu avant, en même temps que Bâle-Mulhouse, puisqu'il y avait un fort encouragement côté Eurocontrol. Donc, Toulouse est aussi devenu Advanced Tower à cette période-là. Et l'un des responsables de l'aéroport m'a confié que, en fait, ça s'était traduit très concrètement par l'abandon d'un projet d'extension des parkings. C'est-à-dire qu'il s'était aperçu que, bon, sans le CDM, en fait, bah, ils avaient des problèmes pour gérer les avions, l'attente des avions au sol. Donc, ils envisageaient une extension en termes de, bah, on va construire un autre parking. Et puis, avec le CDM, l'arrivée de CDM, donc ils ont une autre solution, une alternative. Ils ont mieux géré les escales. Hein. Ils m'ont dit qu'ils étaient passés d'un temps tampon pour gérer les aléas des escales de 20 minutes au sol à rien du tout, à plus de tampons. Donc, premier bénéfice. Et le deuxième, eh ben, ça a été le fait qu'ils n'ont pas eu à faire ce projet d'extension des parkings. Donc, aussi un bénéfice pour l'environnement, puisque quand même moins de surface bétonnée, moins d'emprise de l'aéroport nécessaire pour gérer le trafic sur leur aéroport. D'accord. Donc, on voit qu'il y a des avantages, des améliorations et des objectifs environnementaux pour le CDM. Tout à fait. Oui, je peux peut-être poser encore une question. Oui. On a encore un petit peu de temps. Ah, attends, oui. Merci, hein, vraiment, c'est très passionnant. J'apprends beaucoup de choses, hein, étant pas du tout appliqué dans ce domaine-là. Denis Gély, hein, d'Onera qui parle. J'avais une question concernant les informations que vous collectez pour gérer les aléas et les imprévus. Alors les imprévus, il y en a qui sont totalement imprévus, hein, comme
ça avait été cité par l'un d'entre vous, une alerte à la bombe, par exemple, on ne peut pas anticiper. Par contre, il y a des aléas où il y a des incertitudes, et je pense aux aléas climatiques. Euh, L'exemple de Roissy avec l'épisode neigeux, bon, on ne sait pas quand il y a un épisode neigeux qui arrive, si Météo France a des bonnes prévisions, mais des fois, c'est sujet à aléas. Est-ce que vous avez une connexion directe avec des données fournies par Météo France? Oui, bien sûr, je peux répondre à cette question. Donc, effectivement, Météo France est aussi un acteur du CDM. On ne le cite pas, mais il en fait partie. Les prévisions météorologiques sont vraiment importantes pour analyser le risque et prévenir. Et donc, on s'est aperçu que voilà, il fallait continuer à travailler. Alors, il y a beaucoup de travaux déjà engagés avec Météo France, mais aussi, je pense, en Europe, avec d'autres organismes similaires pour améliorer les prévisions sur des aéroports. C'est pas du tout quelque chose de facile, surtout avec les modèles aujourd'hui qui peinent un peu à prévoir des phénomènes qui deviennent de plus en plus extrêmes. Hein. Là, tout le monde, chacun peut le constater. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et oui, il y a beaucoup de coopération sur ce sujet-là pour avoir une meilleure prévision et mieux anticiper effectivement les phénomènes dangereux comme le vent ou la neige, les orages, enfin, bref, tout ce qui est lié aux conditions météorologiques sur la plateforme. Plus on arrive à anticiper, mieux c'est. Alors c'est vrai que des fois, le CDM, on peut s'interroger aussi. Moi, j'ai l'exemple d'un épisode neigeux aussi à Roissy où par précaution assez récent, hein, par précaution, des vols ont été annulés la veille en se disant oh là là, il va y avoir de la neige à Roissy demain de telle heure à telle heure, donc il faut qu'on prenne par précaution, il faut qu'on supprime, enfin qu'on réduise la pression de trafic, donc on annule des vols. Hein. Et en réalité, la neige n'est pas venue. Donc, voilà, la précision de ces prévisions est vraiment très très importante dans notre processus de CDM et c'est un axe sur lequel on investit beaucoup. Très bien, Pour confirmer merci. ce que dit Christine, effectivement, la collaboration avec Météo France est très étroite. Chez nous, on fait chaque matin à 8h30 un briefing opérationnel avec les partenaires les plus importants. Et Météo France est toujours le premier à intervenir pour nous informer de la météo du jour et ce qui va se passer les prochains 3 jours. Et effectivement, c'est pas 100% fiable, mais c'est un peu normal. Et donc, l'aéroport s'adapte et prend en compte une certaine évaluation de comment se préparer. Mais c'est un partenaire très important au quotidien. Je change de diapo avec quelques mots-clés pour éventuellement susciter des questions. Je crois qu'on a vu pas mal de choses. Encore une question, si je puis me permettre, qui s'adresse à Diego, le pilote de notre assemblée. Euh, En tant que pilote, qu'est-ce que vous craignez le plus comme aléa qui serait susceptible de retarder un départ et qui ne... Alors, il y a le CDM qui peut être là pour gérer les situations au mieux, mais au premier rang desquels, quel est l'événement que vous redoutez le plus? C'est des CTOTS, des créneaux pour partir. Ça, c'est la grande perturbation pour nous. C'est les CTOTS, alors le Calculated Take-Off Time. C'est intégré dans le CDM parce qu'on ne peut pas avoir un repoussage, une target start-up time du CDM très d'avance d'un slot. Alors, le slot a un grand influence sur le target startup time et pour nous, ça, c'est la meilleure constrainte dans notre opération, c'est le CTOT. Parce que s'il y a des météos, s'il y a du
beaucoup de trafic, ça arrive qu'on doit attendre 1 heure pour notre départ au sol avec les passagers dans l'avion. Et les passagers, ils ne comprennent pas pourquoi ça, ce n'est pas la responsabilité du compagnie. Mais c'est une conséquence de la système du trafic en Europe. Oui, je comprends. Donc, ce que vous craignez le plus, c'est en tant que pilote le prolongement euh, enfin, d'un départ différé qui se prolonge et vous devez informer vos passagers régulièrement du retard. C'est ça que vous craignez le plus, en fait. Oui, et ce n'est pas seulement le service pour les passagers. Bien sûr, c'est important, mais pour nous aussi, c'est les pilotes et la compagnie doivent regarder si on peut compléter notre programme. Parce que Oui, si je fais un vol à Londres, et Bâle-Londres, Londres-Bâle, et après Bâle-Toulouse, Toulouse-Bâle, et à Bâle, on a le créneau qu'on doit faire un atterrissage avant minuit. Et si j'ai des sit-outs à l'après-midi pour partir de Londres, pour partir à Toulouse, je dois toujours regarder, anticiper, communiquer avec la compagnie si je peux revenir à Bâle le soir. Ouais. d'accord. Merci. Vous venez de citer Londres. Est-ce que ça me fait penser à une autre question, un petit peu le niveau international. Est-ce que dans les grandes plateformes aéroportuaires européennes, Heathrow ou Schiphol, est-ce que la CDM est mise en œuvre? Oui, oui, tout à fait. Alors, en Schiphol, c'est très réglé. En Londres aussi. Euh, c'est la première chose qu'on va savoir quand on arrive dans un grand aéroport, c'est qu'est-ce que mon TSAT. Parce que ça, c'est le temps que c'est comme un slot pour faire le pushback. Alors, comme pilote, je veux savoir quand est-ce que je peux partir. C'est la première chose qui m'intéresse. Ah ouais, ouais. Parfait, mais c'est parfaitement clair. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que les outils qui sont disponibles sur les différentes plateformes sont équivalents, similaires ou sont les mêmes? C'est certainement pas les mêmes parce qu'il y a différents fournisseurs, mais dans le contenu, c'est très pareil. C'est la gestion des mouvements des avions, des horaires, de l'information de ces horaires aussi au public. Donc, je pense que le contenu, c'est un peu le même. L'intérêt des interlocuteurs et à la fin aussi des passagers, c'est les mêmes, d'être informés de ce qui se passe. Par contre, l'outil lui-même peut être différent. Il y a plusieurs fournisseurs pour ça. L'outil, j'ajoute que oui, l'outil va varier d'un aéroport à l'autre. Néanmoins, les spécifications, ce qu'il doit faire est normalisé. Et là-dessus, là encore, Eurocontrol joue un grand rôle puisque c'est cet organisme aussi voilà, qui publie, je dirais, les principes et les règles à respecter minimum pour que chacun puisse mettre en œuvre le CDM sur sa plateforme. Donc, c'est pas complètement non plus hétérogène d'une plateforme à une autre. Comme le dit Diego, la première chose en tant que pilote, qu'il va vouloir savoir, c'est la TSAT. Et cette TSAT, c'est justement le résultat du CDM. C'est ce qui représente le plus pour la compagnie et pour l'ensemble des acteurs l'apport du CDM. C'est-à-dire que cette TSAT, c'est quelque chose qui va relier tout le monde et qu'on va retrouver dans tous les aéroports qui appliquent ces principes de CDM. Donc, c'est vraiment quelque chose d'unificateur aussi.
Avant que se mette en place ce système-là, il y avait pas cette TESAT, hein, ça n'existait pas et finalement la situation était plus compliquée. Alors après ce que vient d'évoquer Diego, moi je le comprends en tant que pilote, effectivement, savoir qu'on a un créneau, une CETOT, c'est vraiment la dernière chose qu'on a envie de faire. Mais c'est le revers de la médaille. C'est en même temps, c'est aussi ça qui va permettre d'assurer la fluidité les gains environnementaux, enfin bref, tout ce qu'on vient de dire sur le CDM, c'est au travers de cette contrainte en fait qu'on va faire peser sur les avions que ça va se matérialiser. Mais néanmoins, c'est vrai qu'au niveau individuel de l'avion qui reçoit son créneau, bah, c'est pas quelque chose d'agréable, forcément. Ni pour les pilotes, ni pour les passagers. Peut-être on peut parler Peut-être aussi un pour peu faire. pour le volume, Diego, je vais juste terminer ça. Parce que évidemment, chaque aéroport est intéressé que ses vols vont à l'heure, et je répète en toute sécurité. Mais si nous, on gère 150 vols dans la journée qu'on doit gérer, ben, Eurocontrol doit gérer 30 000 vols. Et donc, c'est clair que eux, ils dépendent de cette organisation qui met des créneaux à certains vols. Autrement, ça, c'est ingérable. Donc, cet effet, comme l'a dit Christine, c'est bien pour l'organisation globale, mais on s'énerve à l'aéroport local parce qu'on n'aime pas les slots. Voilà. Tout à fait. Et les côtés DSNA, peut-être Benjamin, tu peux le compléter, mais on a eu aussi beaucoup d'explications à faire et de pédagogie pour les contrôleurs aériens pour qu'ils évitent de céder à la pression des pilotes qui leur demandent oui, j'ai un créneau, mais quand même, je veux décoller. Donc non, il faut jouer le jeu et je pense que c'est de la responsabilité de chaque acteur de jouer ce jeu. Et ça passe aussi par les contrôleurs aériens mais qui sont dans l'obligation voilà, de faire respecter aussi ces CETOT sur la plateforme aérienne. Et ce n'est pas le rôle le plus agréable, c'est certain, en interaction avec le pilote sur la plateforme qui veut partir. Néanmoins, c'est quelque chose qui est voilà, cette pratique, elle s'est quand même maintenant bien installée et on s'aperçoit qu'elle a quand même aussi des vertus ben, pour gérer des aléas, mais aussi pour gérer les pics de trafic. Oui, Au c'est tout à quotidien. fait ça. C'est ce que j'appelle moi l'industrialisation, dans la mesure où le contrôle aérien aujourd'hui n'est plus quelque chose d'artisanal. On peut plus se le permettre face au trafic qui est établi. Pour reprendre tes termes, en tout cas, il est très dense, en particulier à Bâle-Mulhouse. Et là où on avait des contrôleurs, on appelait ça les aiguilleurs du ciel il y a encore pas longtemps, où ça aiguillait le trafic. Et effectivement, il y avait du relationnel, un peu plus le pilote qui appelle la tour, est-ce qu'on peut pas partir plus tôt, etc. Non, maintenant on rentre dans un process de gestion de réseau et au moins à l'échelle européenne, d'où des outils type CDM. Et aujourd'hui, le rôle du contrôleur évolue vers plus une supervision de réseau où il s'agit vraiment pour que ça marche pour tout le monde. Ça n'aura peut-être pas d'impact négatif localement, mais si on veut que le réseau marche globalement avec l'ensemble des partenaires et à l'échelle européenne, eh ben, il y a des systèmes qui se mettent en place, industriels, type le CDM, le créneautage, qui font que il faut respecter le créneau pour que ça fonctionne au mieux. Et de même que le guidage, on parlait des outils de séquencement, effectivement, aujourd'hui, alors pour ce qui est de Balmulhouse, le contrôleur a encore un rôle fondamental de guidage radar pour écourter les trajectoires, séquencer le trafic et le fluidifier. Sans nul doute, dans les années à venir, le déploiement de procédures type CDM avec on a prononcé le mot tout à l'heure, AMAN pour Arrival Manager, donc un gestionnaire des arrivées, qui est aussi un outil CDM qu'on trouve déjà sur les plateformes plus importantes comme Roissy ou Nice. Finalement, le pré-séquencement est déjà réalisé par la machine et le contrôleur le supervise et ajuste la stratégie de pré-séquencement définie par la machine. Donc c'est vraiment pour le coup une évolution métier, mais on y va sans nul doute, hein. Bien, on est, on est à 5 minutes de la fin de la matinale. S'il y a encore une dernière question, on peut la prendre. Et sinon, je vais conclure. Bon, pas d'autres questions? Eh bien, je vais donc conclure la matinale. D'abord
en vous remerciant, vous les invités, enfin les auditeurs d'être venus écouter ce sujet. Et puis remercier nos invités d'avoir joué le jeu et de nous avoir expliqué ce travail donc de décision collaborative pour gérer le trafic aérien. Donc merci à chacun de vous d'avoir représenté le volet navigation aérienne, le volet aéroport et le volet compagnie aérienne et pilote. Merci à Christine d'avoir été ma correspondante pour arriver à organiser cette session. Je voulais le mentionner aussi, puisque sans toi, on n'aurait pas pu organiser plus difficilement cette session. Donc, merci à vous tous. Et puis, ben, on va se dire au revoir.